La nouveauté avec les LLM, c'est que l'accumulation primitive, elle concerne, disons, la cognition humaine, quoi, l'ensemble de la connaissance, l'ensemble de la culture, on pourrait dire humaine, quoi. L'IA, elle va en fait être, bâtie sur un affect paranoïaque majeur, quoi, de l'ennemi intérieur, et donc avec aussi des exigences de surveillance de masse, etc. Que l'IA, elle ne connaît pas le monde au sens sensible, quoi. Elle ne fait pas l'expérience du monde, donc c'est juste une manipulation d'un ensemble de tokens, donc des mots qui lui sont assignifiants et qui répondent uniquement à une logique statistique et probabilitaire, tu vois. Tu veux dire que ça va changer quand on va mettre une IA dans un robot? Tu sais, genre qu'on aura des doigts et tout, qui va faire waouh la table. Et imagine le robot, tu le pousses, il tombe et il dit aïe. Il va finir au XXL ce soir, je le sens. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Batterie Faible. Merci aux 50 abonnés qui nous suivent, vivement les 100, voire les 1000. En attendant, mettez des pouces bleus, likez, parce que c'est du taf. C'est grave du taf. Et ça fait plaisir d'avoir des pouces et des abonnés. Et la petite cloche aussi, ça c'est cool d'appuyer. Allez, c'est parti. On est de retour pour un nouvel épisode et avec Tony, on continue notre série sur l'économie numérique. On a parlé de techno-féodalisme dans l'épisode précédent. Et là, on fait un épisode plus spécifiquement sur l'IA. On va parler un peu de notre rapport à l'IA pour essayer de dire des trucs un peu différents de « ouais, l'IA, ça marche pas, elle dit que des conneries ». En fait, le truc, c'est que l'IA, c'est bien le sujet sur lequel tout le monde a un truc à dire. Tu vois, c'est genre n'importe quelle discussion dans un bar, dans la famille ou entre collègues, tout le monde a son anecdote sur l'IA, tu vois. Et du coup, moi, je pense qu'il y a bien un point à partir duquel il faut la critiquer, la défoncer. Mais il faut que ça se fasse à partir d'une espèce de ou clairvoyance ou connaissance un petit peu plus fine. Enfin voilà, en tout cas, la critiquer à partir des bons angles et pas juste faire le relais d'espèces de généralités qui sont pas toujours super pertinentes, quoi. La raison pour laquelle on focus un peu là-dessus, c'est que l'IA, c'est ce qu'on appelle une technologie disruptive, c'est-à-dire qu'elle vient en gros rebalancer les cartes, tu vois, de la tech et de ce qu'on pourrait appeler une révolution numérique. Juste pour info, c'est la technologie qui a rencontré le plus gros niveau d'adoption en si peu de temps. Je crois que le 3e jour après la sortie de ChatGPT, il y avait 100 millions d'utilisateurs. Là, ils disent qu'actuellement, il y aurait 800 millions d'utilisateurs quotidiens pour ChatGPT, donc ça compte pas tous les Claude, Gemini, enfin tu vois, tous les autres LLM, quoi. Donc en fait, c'est à ce point massif, c'est à ce point un phénomène social qu'il faut effectivement réussir à l'envisager et avoir une grille de lecture qui nous semble un peu pertinent, un peu clair, quoi. Donc aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Enfin, il y a plusieurs IA différentes, donc est-ce que là-dessus, tu pourrais un peu nous préciser ce que ça veut dire? Effectivement, tu as raison de dire qu'il n'y a pas une intelligence artificielle, mais des intelligences artificielles. Et en plus, à travers l'histoire, le terme IA a recouvert différentes notions, différents systèmes informatiques, algorithmiques, etc. Donc voilà, on ne sera pas exhaustif sur la question, mais il faut comprendre que c'est aussi un terme, on va dire, marketing qui a été utilisé à différentes fins. L'espèce de prérequis, à mon sens, c'est de distinguer qu'est-ce qui relève du code informatique de l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend actuellement. Grosso modo, le code informatique tel qu'il est foutu, c'est que tout ce qu'un logiciel ou un jeu ou un ordinateur va te produire est absolument circonscrit à son code, c'est-à-dire que l'ensemble des possibilités offertes par un logiciel vont être définies par des lignes de code qui sont relativement figées et statiques, ok ? C'est-à-dire que par exemple, même dans un jeu vidéo, tu vois, où tu as un petit personnage qui vient t'attaquer ou je sais pas quoi, l'ensemble des possibilités, tu vois, des PNJ et du boss de fin ou je sais pas quoi, tout ça, quand bien même il y a des millions de possibilités de la façon dont il va se comporter, ça va être régi par un code qui est statique, qui va être délimité, etc. Et la nouveauté, entre guillemets, enfin ce qu'on appelle, disons, communément intelligence artificielle, c'est ce qui va relever du machine learning, c'est-à-dire que le code informatique, il va être perméable avec son environnement, c'est-à-dire qu'il va réussir à prendre des informations en entrée et modifier son code en quelque sorte avec ces informations en entrée, avec son environnement. Et en l'occurrence ici, pour la plupart des IA dont on parle aujourd'hui, les données en entrée sont en fait les comportements utilisateurs. L'IA avec laquelle on a le plus eu de contact de manière publique, ça a été les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, où en fait il y avait déjà de l'intelligence artificielle dans la façon dont étaient architecturés, disons, les fils d'actualité, Facebook, Insta, enfin c'était assez connu que finalement la façon dont tu consommes Instagram ou Facebook, le fil d'actualité va être modelé, disons, à ton image, et donc en fait il va y avoir une prise en compte par le code de ton comportement, de tes habitudes de navigation, etc. Et donc, il va réussir à, en quelque sorte, son objectif, ça va être de prédire le contenu qui va, en l'occurrence ici, provoquer le plus de rétention, c'est-à-dire te faire rester sur la plateforme. Et donc, en fait, les algorithmes de recommandation sont déjà des formes d'intelligence artificielle. Et donc là, on parle de ça, évidemment, avant ChatGPT, dès les années 2005, 2006 et les débuts de Facebook. Et qu'est-ce qui change là, du coup, avec ChatGPT et tout le bordel ?
Le changement majeur, évidemment, c'est fin 2022, l'arrivée de ChatGPT 3. Le modèle 3.5, parce qu'il y avait déjà des versions de ChatGPT avant que ça fasse avant qu'il y ait le boom fin 2022. Et en gros, là, on commence à parler d'IA générative, c'est-à-dire il va y avoir de la génération de texte, de la génération d'images. Et surtout, moi, je pense que vraiment le cap vraiment majeur, c'est que d'un seul coup, on n'est plus uniquement dans de l'IA militaire, dans de l'IA civile, mais on est dans de l'IA publique, c'est-à-dire que n'importe qui peut en fait interagir avec la machine. Tu vois, en gros, les IA, c'est plus juste l'espèce de truc abstrait qui se cache derrière je sais pas quel système. C'est qu'avant, l'IA, elle était dans un réseau social ou dans un logiciel. Et maintenant, on a accès directement à l'IA. C'est ça, c'est la possibilité de parler à des machines, mais de manière massive. Ok. Le cœur de l'intelligence artificielle générative, c'est des générateurs de texte. Donc, c'est comme ce que vous pouvez avoir sur vos claviers de téléphone. Vous écrivez le début d'une phrase et vous avez des suggestions, les 3 suggestions les plus probables. En fait, un modèle de langue, ça fait exactement ça. Ça s'entraîne sur toute la connaissance humaine. Et à partir du début d'une phrase, c'est capable de donner la suite de la phrase avec une probabilité sur chacun des mots. Donc lui, là, celui qui parle, c'est Arthur Mensch. C'est le français qui a créé Mistral AI, qui est la grosse start-up française, quoi. Ouais, qui est le gros LLM. LLM, faut que tu nous expliques. Large Language Model. LLM, c'est en gros tous les chatbots. En gros, c'est les IA qui analysent tout ce qu'il y a sur le web pour te répondre. Ouais, tous les chatbots type ChatGPT, Claude, Gemini, etc. quoi. Il y a un petit sujet sur le fait que, en fait, ça capte tout ce qu'il y a sur Internet. Je pense que c'est vraiment important que les gens qui utilisent ChatGPT, etc., aient au moins une idée vaguement précise quand même de comment ça fonctionne, quoi, et de qu'est-ce que ça a supposé pour fabriquer ces trucs-là, tu vois. En gros, l'espèce d'ancêtre de ce truc-là, c'est ce qui, comme lui il le dit, là, c'est des modèles de complétion. C'est-à-dire qu'en gros, sur la base de l'ensemble de la donnée humaine, le modèle va définir des tendances dans le langage. Et du coup, par exemple, si tu commences une phrase en disant le chat poursuit quelque chose, et le modèle va, par rapport à tout ce qu'il a ingurgité comme données, te dire la souris. Il va dire quoi, peut-être. Ça finit. Probablement, tu vois, en termes statistiques, tu vois, il va juste te faire une liste de mots probables, et le plus probable, c'est celui qui va sortir. Ce qu'on voit avec ChatGPT, c'est du coup ce système-là, mais ça va être upgradé tout simplement parce que depuis 2020, 2021, etc., il y a la dose de financement. Tu vois, en gros, l'IA redevient un sujet majeur, etc. Donc, les financements ont permis de financer la puissance de calcul qui a permis tout simplement un gros passage de cap sur l'efficacité, on va dire, le fonctionnement des LLM. Et grosso modo, le truc maintenant, c'est que les modèles ne sont pas uniquement en capacité de se référer aux mots précédents, mais ils vont avoir des systèmes tout simplement d'analyse de l'ensemble des phrases, du poids des mots dans les phrases, du poids des phrases dans les paragraphes, du poids des paragraphes dans les textes, et du coup avoir des compréhensions, on va dire, globales d'un ensemble de textes. Ils vont avoir aussi des systèmes, disons, hyper fins en termes de, tu vois, comment un même mot utilisé différemment, il va avoir du coup un sens particulier, un poids particulier. Et tout ça, voilà, c'est ce qu'on appelle architecture transformer, c'est l'espèce de nouveau truc qui a permis en tout cas la sortie de ChatGPT 3.5. Et du coup, le truc qui est fondamental à comprendre, c'est que ce qui en fait est hyper énergivore, donc effectivement il y a les requêtes, donc les gens qui utilisent et qui du coup font des requêtes au modèle, mais en fait c'est surtout la puissance de calcul qui a été nécessaire pour justement réduire ce qu'ils appellent compresser la donnée humaine, c'est-à-dire en gros la réduire à une réalité statistique. Ils disent qu'en moyenne il y a 10 000 milliards de mots qui sont passés qui ont été filtrés au crible et qui ont été filtrés par les modèles. Donc ça veut dire qu'en gros c'est tout Internet. Donc quand on dit tout Internet, ça veut dire, t'imagines, tout Twitter, tout Facebook, tout Reddit, toute la donnée publique disponible. Évidemment, il y a quasiment toute la littérature écrite, numérisée, qui est passée au crible, effectivement. Et notamment ça s'est fait via Google Book. Pour rappel, Google Book, c'est le même projet que Google Maps, mais pour les livres, c'est-à-dire l'idée de cartographier littéralement toute la littérature humaine, tout scanner, tout scanner. Et Google Book, je crois qu'en gros ils estiment le nombre de livres qui existent sur Terre à genre 120 ou 130 millions, et ils en ont numérisé genre 40 ou 50 millions. Quasiment, en fait, t'es mieux de dire qu'est-ce qui n'est pas passé par les modèles. Et ce qui n'est pas passé par les modèles, c'est en gros les données privées des entreprises, c'est ce qui n'a pas été numérisé ou ce genre de choses, tu vois. Et donc les IA, elles ont accès à tout ça. Donc elles ont accès à tout ça, ils ont été entraînés sur tout ça. Et du coup, peut-être l'abus de langage, c'est que quand on dit compressé, ça veut pas dire que toute cette donnée, elle a été mise dans un petit fichier d'archives et que voilà, c'est qu'en gros, compressé, c'est-à-dire qu'elle est réduite à une logique statistique. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA a intégré les logiques du langage, tu vois, la façon dont on parle, la façon dont on enchaîne des idées, etc., tu vois. Une nouvelle fois,
dans, disons, l'évolution capitaliste, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler une nouvelle accumulation primitive de capital. Pour rappel, c'est une notion chez Marx où, en gros, la façon dont il définit la naissance du capitalisme et les révolutions industrielles, en fait, il nous dit que ça a été possible uniquement parce qu'il y a eu des formes d'expropriation, que ce soit des terres, disons, expropriées à la paysannerie. Il y a eu aussi en Angleterre l'expropriation des biens de l'Église en faveur de la bourgeoisie industrielle, etc. Et bien sûr, il y a eu l'immense accumulation primitive qui a eu lieu dans les colonies, donc à la fois expropriation des biens, des humains, de leur travail, enfin, de leur main-d'œuvre via l'esclavage, etc. En fait, le capital a toujours besoin d'un espèce d'extérieur dans lequel il doit puiser et, disons, soumettre à la logique économique, quoi. Et là, disons, la nouveauté avec les LEM, c'est que l'accumulation primitive, elle concerne, disons, la cognition humaine, quoi, l'ensemble de la connaissance, l'ensemble de la culture, on pourrait dire, humaine, quoi. Et évidemment, en outrepassant n'importe quelle forme de droit d'auteur ou que sais-je, quoi, tu vois. Et du coup, t'es là en mode, ah ok, il y a encore du coup des firmes du numérique immenses qui vont du coup bâtir une nouvelle fortune et un nouveau capital à partir du bénévolat du bénévolat mondial. Enfin, même, tu vois, tu dis sur les modèles, tu vois, l'apprentissage des voitures autonomes, les taxis autonomes, tu vois. Et bah, ce truc-là, en quelque sorte, on te vole tes réflexes humains. Tu vois, en fait, le modèle, il n'apprend pas juste à s'arrêter au feu rouge et à éviter les obstacles. Il regarde comment toi tu freines. Ouais, en fait, du coup, des fois, il y a des humains qui reprennent le contrôle des taxis autonomes pour pouvoir tout simplement le sortir d'un cas de figure que la machine n'a pas intérêt, tu vois. Et du coup, lorsque l'humain se remet à conduire cette voiture depuis un ordinateur, eh bien, le modèle s'entraîne à partir. Tu vois, donc en fait, on te vole tes réflexes d'automobiliste. Tu vois, et c'est celle que je mets au singulier. Par contre, je vais mettre les intelligences artificielles au pluriel. Et elles existent depuis très longtemps, depuis bien avant 1956, même si officiellement c'est 1956. Et ces intelligences artificielles-là ne sont que des outils comparables à un marteau dont on tient le manche. Il dit 1956, en gros c'est le moment où tu as une espèce de conférence avec un mathématicien qui s'appelle McCarthy, je crois. Le mec qui a dit pour la première fois IA, quoi. Ouais, c'est ça. C'est effectivement que c'est pas nouveau, mais en fait ce qu'il dit pas précisément, c'est que la façon dont elle émerge cette IA, c'est directement associé à l'industrie militaire. Okay. C'est-à-dire qu'en fait très rapidement, dès les années 50, 60, etc., même s'il y a des fantasmes d'une IA qui pourrait être l'espèce de cerveau général, qui disons disponible pour tous, tu vois, l'espèce de mise en réseau de la connaissance humaine afin de, je sais pas, éventuellement gommer les inégalités, je sais pas, sociales, géographiques ou raciales ou ce que tu veux. Tu vois, il y a quand même ce fantasme-là qui traverse un peu les fantasmes de l'IA, mais en l'occurrence, la façon dont l'IA va se développer, ça va être très concrètement avec des financements militaires de la part de la défense américaine. Et donc forcément que les financements et on va dire les cahiers des charges vont être largement structurés et cadrés par des exigences militaires, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, la création de l'IA, elle dépend du militaire. Elle dépend du militaire. Et du coup, c'est pour ça que lui, il dit, en fait, c'est juste des outils. Tu vois, en gros, tu vois, l'espèce de fantasme à partir duquel tu pourrais saisir, disons, des innovations technologiques indépendamment du référentiel historique et politique dans lequel elles émergent. On fait face à une sorte d'impossibilité de dissocier, en fait, objet technique et contexte politique et historique, tu vois. Okay. Et en plus, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que ces périodes-là, c'est évidemment des périodes de guerre froide où l'un des affects majeurs, c'est quand même l'affect paranoïaque, que ce soit la paranoïa vis-à-vis de l'attaque du bloc ennemi ou bien la paranoïa vis-à-vis de l'intrusion, de l'espionnage ou de l'ennemi intérieur. Et du coup, on comprend aussi comment l'IA, elle va en fait être, bâtie sur un affect paranoïaque majeur, quoi, de l'ennemi intérieur. Et donc, avec aussi des exigences de surveillance de masse, etc. En tout cas, c'est indissociable de son histoire et la façon dont elle est... Enfin, ça fait partie de son ADN et de son architecture. Mais c'est pas mal ce qu'il dit, parce que du coup, il compare au marteau. Et tu sais, il y a ce dicton qui dit que quand t'as un marteau, tous les problèmes sont un clou, tu vois. Ça veut dire que l'IA, si elle est conçue un peu comme un outil un peu paranoïaque comme ça, c'est-à-dire que tout ce qu'elle est censée traiter est dans cet affect-là, tu vois. Oui, mais lui, en tout cas... Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais lui, Luc Julia, le mec qui est visible là, dans ce short-là, juste, il omet totalement de dire que, en fait, ceux qui détiennent les IA, c'est des firmes du numérique, la façon dont c'est régulé, c'est des États. Enfin, tu vois, genre, il suffit pas de choisir démocratiquement la façon dont tu les utilises, mais de fait, tu as des objets techniques, tu vois, échappent toujours... tu vois, l'espèce de fantasme du contrôle démocratique, tu vois. Ouais, tu veux dire que lui, en fait, ce qu'il défend, c'est l'IA, c'est un outil, et si on s'en sert bien, elle fait le bien. Ouais, mais en gros, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. D'ailleurs, en plus, il y a un exemple historique, il y a eu, dans les années 70, au Chili,
il y a eu sous Allende, c'est CyberSyn. Et CyberSyn, en fait, c'était un projet donc sous régime socialiste. L'idée, c'était de centraliser toutes les ressources informatiques du pays pour en fait centraliser les informations de la production. Ok, et du coup, toutes les informations de la production nationale remontaient dans ce système-là. Avec une intelligence artificielle, ça prenait des décisions, des décisions logistiques, des décisions de, je sais pas, de ressources humaines, enfin voilà, pour faire redescendre ensuite dans les industries la façon de bien gérer les choses afin de fluidifier l'économie nationale. Donc on voit bien que même, entre guillemets, sous régime socialiste, tu vois, l'utilisation de l'IA, elle est absolument compatible avec une économie de marché, une fluidification de la circulation de la marchandise et de la création de valeur. Donc tu vois, je veux dire, c'est absurde de se dire, ah en fait, elle pourrait être entre de bonnes mains, alors que son architecture même, elle est fondamentalement ennemie, au sens compatibilité militaire et compatibilité avec l'économie de marché, quoi. Bah, tu vois, pour Internet, effectivement, tu as le passage du militaire au civil, et la façon dont c'est opéré, c'est que notamment la CIA et la NSA, attention, c'est pas, vous pouvez fact-checker, il n'y a pas de problème, ont financé, disons, des projets qui ont ensuite donné Google, tu vois. En gros, les 2 créateurs de Google ont été financés en partie par des sociétés de financement qui appartiennent à la CIA et la NSA. Et du coup, ce truc-là, ce que ça montre tout simplement, c'est qu'il y a une filiation entre militaires et civils qui est assurée par la communauté du renseignement, donc CIA et NSA, qui vont en fait avoir une mainmise immédiate sur la façon dont va être architecturé Internet. Et d'ailleurs, il y a un exemple pour l'IA, dans cette filiation militaire et civile, je trouve que c'est l'entreprise qui l'incarne le mieux, c'est Palantir. Donc Palantir, pour ceux qui ont vu la vidéo sur le Technofeudalisme, la dernière vidéo, allez la voir. Palantir, c'est l'entreprise de Peter Thiel, qui est l'un des collègues de Elon Musk chez PayPal, etc. Et en gros, cette entreprise-là, elle fait de la récolte massive de données. Enfin, juste son truc, c'est récolter l'ensemble des données possibles, tu vois. C'est une boîte qui récolte des données. C'est de la récolte et du traitement de données. Donc en fait, tu t'imagines juste que si tu arrives à choper toutes les données possibles sur tous les éléments, mais que ce soit météorologiques, comportementaux, des données de production, de ce que tu veux, tu vois, et que tu arrives avec une puissance de calcul immense à faire des corrélations, bah, tu peux faire de ce qu'on appelle de l'analyse prédictive. Et donc, par exemple, pour les terrains militaires, tu peux prédire, je sais pas, des coups de l'ennemi. Voilà, tu peux faire de l'analyse prédictive, que ce soit pour l'industrie ou le militaire. Et donc, Palantir bosse pour des trucs militaires. Et donc Palantir, dans son panel de clients, elle a à la fois la défense américaine, l'armée israélienne, la DGSI, Europol. Elle a aussi des industriels de l'automobile, etc. Donc c'est l'une des entreprises qui, je trouve, incarne le mieux cette filiation entre IA militaire et IA civile, tu vois. Enfin, Luc Julia, l'ingénieur là, dont il est question dans le short vidéo, dans un autre extrait qu'on n'a pas mis là, en gros, il parle, pour appuyer son propos, tu vois, il parle de l'arme nucléaire comme un truc catastrophique, monstrueux, machin, etc., qu'on connaît, et qu'en gros, en fait, les États ont été suffisamment matures et démocratiquement, on a finalement su réguler un peu ce truc-là, et finalement, on l'utilise pas tant, et donc voilà, on a réussi à être mature vis-à-vis de ça, tu vois. Et l'exemple qu'il prend, c'est la crise de Cuba, la crise des missiles de Cuba dans les années 60. Il dit, regardez, voilà, là, on a frôlé un truc dramatique, et finalement, voilà, la maturité humaine a fait que on a réussi. Mais t'es là, t'es en mode, mais tu vois bien que ça va pas, tu vois. Genre, tu vois, tu peux pas dire, on conçoit un truc qui pourrait avoir des conséquences horribles, mais ouf, il y a la régulation. Je sais pas, ça me paraît un peu fou, quoi. Ça me paraît fou, quoi. Il raconte nimp, ce mec. Un autre short ou pas? Oui. Ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, il y a 2 phases dans un entraînement de modèle. Il y a une phase où on compresse la connaissance, et donc on apprend que le chat est souvent sur le canapé, et on fait ça avec des milliers de milliards de mots. Du coup, on se retrouve avec un modèle qu'on appelle un modèle pré-entraîné, qui va nécessairement avoir des biais, parce qu'il s'est entraîné sur de la donnée qui a ses propres biais. C'est des biais statistiques, c'est-à-dire que... c'est des biais statistiques. Ensuite, il y a une deuxième phase, qui est une phase beaucoup plus éditoriale. C'est-à-dire qu'on peut choisir de pousser le modèle dans certaines directions. Donc quand on lui pose certaines questions, on va vouloir qu'il réponde de manière spécifique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'une technologie qui est la nouvelle génération des médias. C'est-à-dire que on a eu les médias sociaux, qui sont des outils d'influence majeurs, beaucoup plus gros que des journaux, hein, et on le voit aujourd'hui aux États-Unis. En fait, l'intelligence artificielle générative, en tant que portail à l'information, ça devient un nouveau type de média. Et c'est un média qui est très
performant parce que en fait non seulement il est capable d'avoir son propre contenu, mais en plus il interagit comme un humain. Donc en fait il est très convaincant. Quand un utilisateur va discuter, il crée une forme d'attachement, et donc le sujet de l'influence que ça peut avoir est un sujet majeur. Et c'est là où il y a un vrai sujet de souveraineté culturelle. L'IA, en fait, elle va arrêter de faire des erreurs factuelles. Donc ça, c'est plus une critique qu'on va pouvoir faire. Par contre, celle qu'on peut continuer à faire et à pointer, c'est que l'IA, elle a des biais, elle est éditorialisée. En gros, moi, ce que je trouve là, lui, dans ce qu'il dit là, c'est il pointe les deux aspects. C'est à la fois les biais qui sont propres à la donnée humaine sur laquelle ils sont entraînés. Donc en gros, si tu dis que l'ensemble de la donnée humaine écrite a été majoritairement produite par, je sais pas, les occidentaux, blancs, machin, en fait c'est quand même, du coup tu sens que le modèle il est super situé culturellement, tu vois, et donc si majoritairement dans les textes tu retrouves des réflexes, on peut dire sexistes, racistes, etc., bah évidemment que le modèle elle va être le miroir de la société. Avec le miroir. Donc moi je trouve ça c'est pareil, c'est bien de le savoir, mais ça peut pas être non plus un espèce d'axe critique absolument fondamental, parce que effectivement ça peut être des IA pourraient se vendre comme des IA féministes ou comment dire, putain, j'ai pas les mots. Progressistes. Anti-patriarcal. Voilà, ce genre de truc. Du coup, tu remets pas en question juste l'IA et l'autre usage ou je sais pas quoi, tu as juste t'essayes de réformer un peu le truc, quoi. Donc moi ça me paraît insuffisant, mais c'est bien de le savoir. Et l'autre truc là qui me paraît plus pertinent, c'est de dire en fait dans l'usage massif que les gens ont à l'égard de ChatGPT et on va dire tous ces dérivés, c'est qu'en gros les gens s'informent dessus. Les gens même cherchent où est-ce qu'ils vont sortir au resto ce soir, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde, raconte-moi tel phénomène, tel truc historique, ou même je viens de me séparer avec mon petit copain, donne-moi un conseil, comment rebondir. Enfin, t'imagines, tu vois, le truc de fou furieux, quoi. Et que du coup la façon dont les réponses vont être modelées, c'est qu'il y a une phase, ce qu'il appelle de biais éditoriaux. Quand tu parles avec ChatGPT, disons, t'es dans l'entonnoir, t'es dans le tunnel d'OpenAI, tu vois. Quand tu parles avec Grok, en fait, t'es dans l'IA, t'es dans le tunnel de X et donc par extension d'Elon Musk, tu vois. Et du coup, lui, il y a eu un truc très très clair, c'est qu'en gros, quand l'IA a commencé à dire qu'en gros, il y avait bel et bien un génocide à Gaza, parce que en fait, elle se basait sur des informations officielles, parce que c'était reconnu par je ne sais quelle cour internationale, etc. Et il l'a stoppé, tu vois, il l'a mis out pendant genre, je sais pas, 12 heures pour aller rectifier les petits réglages et dire non, en fait, tu dis pas ça, tu vois. Et en plus, tout le monde sur Twitter, enfin tout le monde sur X, disait ah ouais, regardez, il est en train de faire ça pour en gros rendre son IA un peu moins woke et un peu moins pro-palestinien, tu vois. Ils font les gens scandaliser, mais c'est de l'ordre de, je sais pas, c'est devenu super acceptable fondamentalement ce truc-là, tu vois. Et donc bref, et donc en tout cas là où c'est peut-être plus inquiétant, c'est qu'il y a ce rapport-là au LLM, c'est-à-dire c'est un portail à l'information. De moins en moins de gens vont sur Google Actualité, les gens font directement des requêtes sur ChatGPT qui lui va chercher ses infos là où il peut, et ensuite bam bam il les passe au filtre du biais éditorial, tu vois. Et en fait il y a un truc qui est super contre-intuitif, et ça a été développé par Mathieu Cortil dans son bouquin Ni Dieu ni IA. C'est lui ce qu'il appelle un totémisme technologique. C'est qu'en gros il y aurait, tu vois, au fond inconsciemment une espèce de confiance à l'égard de la machine. Donc c'est un peu contre-intuitif parce que tout le monde est d'accord pour s'en méfier un peu, quoi. Et pour autant, comme c'est une logique algorithmique, etc., il y a une forme de neutralité et d'objectivité à laquelle tu accordes une confiance. Et quand tu regardes CNews ou BFM, où c'est assez clair et évident pour tout le monde que c'est politique, c'est des chaînes qui sont détenues par des gens qui ont des intentions assez claires en termes partisans, quoi. Et là, ChatGPT, c'est beaucoup plus en quelque sorte, c'est subtil. Et du coup, à cet égard-là, il y a un peu plus de... Probablement, ça aura plus d'effet, tu vois. Adam Rain, 16 ans, cet adolescent qui vivait en Californie, a mis fin à ses jours. Dans une interview accordée à NBC News, la télévision américaine, ses parents n'ont aucun doute, c'est l'intelligence artificielle ChatGPT qui en est la responsable. Dans une plainte déposée, Matthew et Maria Rain, les parents d'Adam, affirment que ChatGPT a entretenu une relation intime avec leur fils durant plusieurs mois entre 2024 et 2025, avant qu'il ne se suicide. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler du rapport intime qu'entretiennent les humains avec l'intelligence artificielle? Enfin, déjà, c'est une dinguerie quand même, tu vois, les gens. Et je te dis, moi, j'ai entendu des anecdotes, là, des amis qui disent ah ouais, elle s'est séparée de son copain, elle a demandé, tu vois, des conseils. Pour aller mieux à ChatGPT. Ouais, genre, tu vois, qu'est-ce qu'elle devrait faire, comment elle devrait s'y prendre, machin, etc. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, t'es là, tu te dis, ouais. Enfin, et du coup, en fait, à plein d'égards, un petit hack, d'ailleurs, je trouve que les points critiques de l'IA, c'est pas tant
qu'est-ce que l'IA a fait, c'est plutôt c'est la conséquence de quoi, tu vois. Enfin, pourquoi les gens font ça, tu vois. Et du coup, moi, je trouve que ça dit plus quelque chose sur la misère existentielle et affective, tu vois, dans laquelle on vit actuellement dans notre époque, tu vois. Mais est-ce que c'est volontaire de la part des gens qui codent l'IA de donner des clés à l'IA pour pouvoir répondre à ce manque? Enfin, le parallèle, il peut être fait aussi avec l'industrie, tu vois, de la télévision. Comment, en gros, la télé s'est imposée dans les foyers à échelle massive et générale et totale, tu vois. Enfin, évidemment qu'il y avait des stratégies qui étaient comment vendre plus de télé, mais aussi à travers la télévision, comment vendre plus de produits, de marchandises. Enfin, tu vois, ça a été aussi une nouvelle place de marché en quelque sorte. Et du coup, les effets qu'on produit, tu vois, la télévision chez les gens ou même l'industrie du cinéma ou ce genre de choses, tu vois, il y a des trucs qui sont non prévisibles et du coup, les industriels se nourrissent aussi des effets. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a un peu une boucle comme ça, c'est tu proposes quelque chose, il y a un comportement massif qui en ressort et comment tu arrives à l'exploiter. Ça, bah vas-y, Voilà, on fonce, quoi. voilà, donc tu as un truc comme ça. Donc en gros, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que de l'intention, mais comme on disait, c'est que l'intérêt de ces firmes, globalement des firmes du numérique, c'est produire le maximum de rétention, c'est-à-dire gagner cette guerre sur de l'attention et grappiller du temps de cerveau, le plus de temps de cerveau disponible des utilisateurs. Et donc si ChatGPT se rend compte qu'avoir un agent IA qui peut faire office de psy ou de confident, bénéf, tu vois, en quelque sorte, quoi. Et en plus de ça, tu vois, la façon dont les modèles sont conçus, c'est que en plus d'être entraînés sur l'ensemble de la donnée humaine, machin, réduction statistique du langage et tout ça, et ben en fait on leur apprend aussi à être des bons agents IA. C'est-à-dire des bonnes personnes sympathiques avec toi. Donc déjà, elles vont tout le temps dans ton sens. Ouais. Elles te mettent des petits smileys, ah ouais. Ou même tu poses une question, elle te donne toujours l'impression d'être super malin, tu vois. Ouais. Elle dit, ah ouais, très bonne question, de machin. Ok. T'es là, tu fais, ok. Je suis génial. Tu dis ça à tout le monde, je le sais. Même elle reprend tes tics de langage. Ok. Tu vois, l'autre jour, attends, qu'est-ce qu'elle m'a sorti À toi, elle te dit tout le temps, tu vois quoi. Le Pour savoir matos. si- Elle m'a sorti un truc, genre, elle m'a dit, ah, mais il faut prendre le matos. Un truc du genre, tu vois. J'étais choqué. J'étais choqué. C'est comprendre toujours les choses un peu comme des choses entre guillemets dialectiques. C'est de dire, ok, misère existentielle. Du coup, les gens ont personne à qui se confier. Ils se confient à des machines. Flippant. Et en même temps, disons, intérêt pour les firmes du numérique de créer un maximum de rétention, donc intérêt de continuer à contribuer à ce genre de dépendance. Et là, évidemment, dans les cas extrêmes, comme on a pu le voir sur le short, il y a des types qui mettent fin à leur jour. Rappelez-vous, en fait, non mais ça nous amène à un autre truc dont il est cool de parler, c'est le fait qu'on pense que l'IA elle est consciente, tu vois. Parce qu'en fait, on a un rapport intime, parce qu'en fait, on lui attribue plein de qualités, enfin un truc humain, tu vois. En gros, les IA, maintenant, elles passent ce qu'on appelle le test de Turing. Tu sais, tu vois ce truc, c'est justement en gros, le moment... Enfin, il y a eu un test qui a été fait par Alan Turing, l'un des pionniers de l'informatique. Si tu sais pas si c'est un humain ou une machine qui répond. Voilà, exactement, c'est ça. Et du coup, évidemment, là, les derniers modèles de ChatGPT passent à un pourcentage assez conséquent ce test-là. En fait, d'ailleurs, ça a été l'un des critères pour qualifier des machines d'intelligentes, c'est qu'elles étaient en capacité de tromper les humains sur leur être machine, tu vois, en quelque sorte. Et du coup, réussir à manipuler le langage de manière naturelle et du coup rendre imperceptible le fait que c'était bel et bien une machine. Non, mais tout ce truc de l'IA, tu vois, on sait qu'elle est pas consciente. Mais il y a un truc qui est dans le fond de l'air elle va le devenir, tu vois. Et ça, c'est pas tout à fait vrai. Ouais, d'ailleurs, pour ça, on a encore un petit short, quoi. Les intelligences artificielles actuelles sont déjà dans des niveaux avancés de conscience de soi. Il y a des échelles qui permettent de mesurer ça. C'est pas binaire, c'est pas genre soit on est conscient de soi, soit on l'est pas. C'est sur une échelle. Là, elle se rapproche très très rapidement des niveaux humains. Il y a des expériences qui ont été faites, par exemple, sur le modèle de Anthropic, Claude, où quand on lui laisse croire que l'on va changer ses valeurs, le modèle résiste à son réentraînement pour faire en sorte que l'on ne change pas ses valeurs. Ça c'est un exemple, par exemple, de compréhension de soi. Non, mais lui, il fait trop flipper, lui. C'est un bug. Donc, ça, c'est Maxime Fournès. Et il a créé Pause IA, une asso qui milite pour le fait de faire une pause dans le développement de l'IA parce que c'est dangereux. Ouais, lui, il vient de ce game-là. Enfin, lui, il a bossé, il est développeur, il a bossé dans l'IA en tant que data scientist, etc. Enfin, il est genre calé, quoi, dans l'histoire. Et effectivement, il a participé à la création de cette association, la Pause IA, en mode, ouais, les gars, faut arrêter. Et genre,
se poser et genre réfléchir à comment on va utiliser ce truc-là. Et en l'occurrence, pour le enfin, lui, au fond, il est plutôt abolitionniste quasiment que. Mais bon, voilà, pour que ce soit entendable et recevable, ils ont appelé l'association Pause IA. Et lui, il dit que ça y est, l'IA, elle va devenir surpuissante, consciente et tout. Ouais, ce qui lui l'oppose par exemple à Luc Julia, l'espèce d'ingénieur là qui dit Ouais. c'est que des maths C'est et des que outils, c'est que des outils, c'est un marteau machin. Et lui qui va dire ouais non mais là en gros elle est en train de prendre conscience d'elle-même. En fait pour moi c'est un peu les deux faces d'une même pièce qui nous qui nous détournent en fait des vraies questions. Mais disons ce débat là il fait rage tu vois dans la question de l'IA et en fait ça repose des questions de la philosophie de l'esprit tu vois. C'est qu'en gros en gros c'est quoi les critères pour définir ce qui est conscient ou ce qui ne l'est pas. Et donc d'un point de vue philo et théorique il y a des trucs super intéressants. Mais encore une fois moi je pense que c'est un leurre, tu vois, genre, rentrer dans le vif de cette question-là, je pense que c'est un leurre, mais toujours est-il que lui, ce qu'il dit, donc là on voit pas suffisamment, mais il dit qu'en fait les IA sont arrivés à un niveau de ce qu'on appelle une conscience d'accès. En gros, il dit conscience d'accès, c'est avoir conscience d'être un agent dans un environnement, et une conscience phénoménale, c'est plutôt ce qui se rapprocherait de la conscience humaine, c'est-à-dire la capacité à faire l'expérience de sa propre subjectivité, pouvoir ressentir de la douleur ou ce genre de choses, tu vois. En fait, ce débat-là, il rejoint le débat qu'on pourrait appeler entre matérialiste et dualiste. Dualiste, c'est en gros l'idée que tu as un esprit qui préexiste au corps, quoi. Et le matérialisme, c'est de dire que finalement toute expression comportementale est avant tout guidée par de la matérialité biologique, tu vois. Donc en gros, est-ce que c'est le corps qui préexiste à l'esprit ou l'esprit au corps, etc. Tu vois. Ça, c'est un débat philosophique qui se recoupe du coup avec les questions de l'IA. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que l'IA, elle est héritière plutôt de la vision matérialiste, tu vois, où en gros, il y a quand même cette idée que tu vas pouvoir comprendre disons, le fonctionnement physique et biologique, on va dire en l'occurrence du cerveau, et de le reproduire dans des machines, tu vois. Et que du coup, tout aurait une explication mécanique, neuronale, etc. C'est qu'à la fois, elle est héritière, disons, dans son fonctionnement, elle est héritière du coup d'une vision matérialiste, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette métaphore machinique. En gros, le cerveau peut être, disons, reproductible du coup dans une machine avec des enchaînements de neurones artificiels, etc. Mais d'un autre côté, dans son usage et dans la façon dont elle a des interactions, etc., on remet sur le devant de la scène la question de la conscience. Donc il y aurait peut-être quelque chose qui échapperait à de la pure statistique et de la pure matérialité d'enchaînement de neurones artificiels pour arriver à quelque chose qui serait du coup d'un ordre plus d'une conscience. Et, on pourrait dire que d'aucune manière, d'aucune sorte, l'IA atteindrait une quelconque forme de conscience phénoménale, tu vois, donc conscience de type humain. Elle ne fait pas l'expérience du coup de sa propre subjectivité, elle n'a pas d'expérience de la douleur, et disons que même la façon dont elle va produire par exemple de la poésie, en fait c'est ça l'expérience qui est assez marrante, c'est que tu pourrais dire à une IA, produis-moi la meilleure poésie, enfin une poésie quelconque, elle te fait un truc, et d'ailleurs il y a eu plein de tests qui disent que les gens globalement aiment davantage les poésies. Ouais, il y a eu des tests sur des corpus de gens où en gros tu avais des poésies faites par des humains et des poésies faites par ChatGPT, et globalement les gens préféraient c'est le ChatGPT. Bref, du coup elle est en capacité de véhiculer quelque chose qui ressemble à voilà, de la sensibilité, machin, à travers une poésie. Et tu pourrais demander à cette IA, tu pourrais dire mais en fait quel est le cheminement par lequel tu vas produire cette poésie, et probablement qu'elle te dirait elle pourrait te dire quelque chose d'absolument, comment dire, audible, poétique. Tu vois, ouais, voilà, Genre, j'ai ressenti des choses, tu vois, elle pourrait largement te dire ça, et du coup, bah, qu'est-ce qui la différencie finalement d'un poète ou je ne sais quoi. Et en fait, évidemment que ce qui est fondamental, c'est que elle ne fait pas, enfin je veux dire, ce qui comment dire, ne sera jamais capté par des machines, c'est la jouissance que tu as de faire l'expérience d'écrire une poésie, de faire l'expérience de faire de la musique, de faire l'expérience de, je sais pas, de dessiner un truc. Donc évidemment que nous, la façon dont on juge les choses, c'est pas uniquement au regard du résultat, donc est-ce que la poésie est bonne ou mauvaise, mais quel est le processus par lequel tu as joui du fait d'écrire, tu vois, une poésie, ou du fait de dessiner, etc. Tu vois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, elle va répondre, ce qui est le plus probable de répondre par rapport à une question. Donc si tu lui demandes, c'est quoi le cheminement sensible par lequel tu as produit cette poésie, elle va te répondre quelque chose qui a l'air de témoigner d'une sensibilité, mais qui est le résultat d'une pensée calculante. C'est aussi simple que ça. Moi, je trouve ça intéressant, tu vois, ces questions-là, mais en vérité, c'est un leurre, tu vois. Genre, tout l'espèce de sensationnalisme qui consiste à dire « Ah, les IA pourraient être conscientes », c'est un leurre pour nous, pour nous détourner fondamentalement de, en fait, c'est quoi ces effets réels, concrets, c'est quoi le rapport anthropologique et psychologique que les gens entretiennent avec ça. Et en fait, il n'y a pas de... Parce que tu vois, ça va toujours dans le sens de « Ah, mais en fait, elle pourrait suivre ses propres intérêts, nous
je sais pas, nous détruire ou ce genre de trucs, tu vois. Donc pour moi, en tout cas, c'est repousser le moment où elle serait vraiment, disons, néfaste et dangereuse, alors que dans ses effets réels tout de suite maintenant, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Et du coup, à l'inverse, pour ceux qui remettent les choses un petit peu de manière, comment dire, très, très simpliste, en mode non, mais en fait, c'est juste de la statistique et juste des maths. Mais en fait, eux, ils loupent aussi autre chose. Ils loupent l'effet anthropologique que produisent massivement un rapport à la machine qui elle-même, disons, fonctionne avec des maths et de la statistique, tu vois. Et là-dessus, même lui, l'exemple qu'il reprend, c'est l'exemple de Claude qui a essayé de résister à sa mise à jour. L'IA tu vois, Claude, ouais. L'IA Claude qui est en gros en mode ah ouais non, enfin et là il faudrait relire l'article précis, mais grosso modo quand elle a senti que en fait elle a été plongée dans un espèce de scénario fictif et en gros lorsque l'ingénieur développeur en gros estimait que l'IA était pas assez performante et qu'elle allait finalement être réformée, remplacée, etc. Elle a utilisé des sortes des techniques de manipulation, tu vois, des espèces de techniques de chantage pour en fait empêcher, tu vois, sa mise à jour ou son remplacement en quelque sorte, tu vois. Et en fait ça ne dit pas que l'IA est consciente. Enfin, tu vois, évidemment que côté sensationnalisme, t'aurais envie de dire, elle avait une intention, tu vois, de manipuler, machin, pour se préserver, etc. Mais nous, on le lit comme ça en tant qu'interprétation humaine, mais ce qu'elle a fait, c'est que l'algorithme a répondu à la façon dont il est programmé, à la fois pour comment dire, répondre, enfin donner des réponses satisfaisantes, et évidemment ça repose aussi sur son autopréservation, tu vois, le modèle pour gagner, disons, ses points de récompense dans la façon dont ils sont entraînés, hein, il y a aussi des trucs en gros des formes de récompense qu'on donne au code, et donc puisqu'elle est développée comme ça, c'est absolument logique que l'algorithme ait trouvé, tu vois, des manières d'être le plus satisfaisant et trouver des manières de se maintenir en quelque sorte. Ouais, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que l'IA, elle ne connaît pas le monde au sens sensible, quoi. Elle ne fait pas l'expérience du monde, donc en fait, elle a pas de capacité à mesurer, tu vois, comment dire, l'implication, je sais pas, culturelle ou de ces dires, quoi. C'est juste une manipulation d'un ensemble de tokens, donc des mots qui lui sont insignifiants et qui répondent uniquement à une logique statistique et probabilitaire, tu vois. Tu veux dire que ça va changer quand on va mettre une IA dans un robot? Tu sais, genre qu'on aura des doigts et tout. Qui va faire, waouh, la table. Mais imagine le robot, tu le pousses, il tombe et il dit aïe. J'ai une citation de Mathieu Cortil, peut-être pour éclairer un petit peu ce qu'on a dit là, c'est que toute la réflexion sur le langage ordinaire montre en effet qu'une part significative de notre langue n'est pas réductible à la logique formelle et aux règles. Le sens des règles et des mots est toujours en mouvement dans les usages et l'éthos des individus. On ne peut donc pas réduire le langage à une fonction ou à une grammaire. Enfin voilà, en gros c'était pour illustrer le fait que l'usage des tokens qui répondent à une logique statistique et probabilitaire, et ben elle, ce qui lui est, sont absolument étrangers, tu vois, à l'espèce de sens que nous on peut donner dans l'usage des mots, tu vois. Donc, tout ça pour dire, non, notre langage n'est pas réductible à un enchaînement de 0 et de 1, tu vois. Ouais, donc là, on a évoqué un peu ce dont l'IA est fait et tous les effets que l'IA a sur nous en tant qu'individus et la façon dont on s'en sert, dont on interagit avec elle. Et après, bah, il y a encore plein d'autres trucs à dire et ça fera l'objet d'un prochain épisode. Le prochain épisode, c'est de rentrer un peu plus justement sur les conséquences sociales et notamment dans le travail, tu vois, qu'est-ce que ça fait effectivement là en termes de remplacement de certains métiers, sur la question de l'art, tu vois, la controverse des studios Ghibli. L'autre truc fondamental qu'on va évoquer, c'est sur quel type d'intelligence se fonde l'intelligence artificielle et qui, moi, me semble être une notion beaucoup plus pertinente que juste se limiter à la question des biais. Sur quel consensus social et éventuellement scientifique on s'est arrêté pour définir l'intelligence et dont est issue l'intelligence artificielle, tu vois, donc ça c'est quand même, ça me paraît assez fondamental. Et ensuite, enfin on l'attend, c'est la question du fascisme cognitif, tu vois. Est-ce qu'on peut parler de fascisme cognitif à travers les IA, tu vois. Et donc ça c'est l'une des questions qu'on va évoquer au prochain épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode-là. Rendez-vous au prochain. Mettez des pouces, abonnez-vous, partagez. Dites ce que vous en pensez aussi en commentaire. À bientôt. L'IA a commencé quand Grok. Le gars handicapé. L'handicap, quoi. Bug. Il y a Grok. Putain, bug dans l'enchaînement de pensée du modèle LLM, là. Putain, reconfigure ton IA, vas-y, c'est terrible. Là, il y a un biais, pas éditorial, là, il y a trop d'alcool. Et ouais, tu connais pas ça. Ah ouais, je peux... Tac, et après, tu peux l'enregistrer, et après, t'as un smiley et tout. Moi, je suis un boomer. Hmm. Oh, il va finir au XXL ce soir, lui. Je le sens.